Je vais commencer en fait par vous présenter Proparco, sans faire trop de propagande, mais simplement pour vous expliquer ce que nous faisons globalement en Afrique et donc plus particulièrement en tant qu'investisseur. Donc Proparco, on peut passer la première slide. Proparco est une filiale du groupe Agence Française de Développement, qui est donc l'opérateur pivot en France de toute l'action en faveur des pays en développement de la France. Proparco se consacre donc au financement du secteur privé à travers différents instruments. Donc voilà, nos principaux secteurs d'intervention, ce sont les infrastructures, les banques, et puis les secteurs agro-industriels, industriels et tourisme. Depuis quelques années, nous avons créé donc une équipe dédiée aux prises de participation dont je suis responsable en 2004, justement dans l'optique de redynamiser notre activité d'investissement en fonds propres, à la fois parce que ça correspondait à un besoin important de nos partenaires en Afrique, et parce que pour Proparco, finalement, l'activité d'investissement avait historiquement représenté une partie importante de notre résultat. On peut passer à la suivante. Bon, ça c'est simplement pour vous montrer notre implantation locale, qui est particulièrement importante en Afrique, puisqu'en fait c'est le continent historiquement sur lequel Proparco est le plus intervenu. Aujourd'hui, on intervient dans tous les pays en développement et émergents, mais avec une priorité qui continue d'être donnée à l'Afrique, puisque l'Afrique continue à représenter la moitié en gros de nos financements. Alors, juste pour vous montrer l'évolution de notre activité et à l'intérieur l'évolution de l'activité fonds propres, qui est la partie orange des différentes barres. Donc vous voyez qu'il y a eu une progression très importante de notre activité depuis 2006 notamment. Aujourd'hui, on fait environ 1 milliard de nouveaux financements tous les ans, dont en gros un gros 10% sur l'activité fonds propres, qui prend donc de plus en plus d'importance. Sur la slide suivante, on voit l'évolution du portefeuille fonds propres, qui est donc tout à fait proportionnel à ce qu'on a pu voir auparavant, avec un portefeuille aujourd'hui qui tourne autour de 270 millions. On intervient donc à la fois en direct dans des entreprises et en intermédiation, c'est-à-dire à travers des fonds d'investissement comme Tuninvest et Afriquinvest, qui donc gèrent une partie de notre portefeuille. Alors, ça c'est la répartition donc géographique de notre portefeuille. En bleu, en fait, vous avez la répartition géographique de nos investissements, ceux qui transitent par les fonds, et en violet, la répartition géographique de nos investissements directs. Donc c'est intéressant de voir la différence. Nous sommes en fait beaucoup en direct sur des investissements régionaux et en Méditerranée, alors que nos fonds, d'un point de vue géographique, sont beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est notamment le poids d'un gros fonds panafricain qui s'appelle ECP, qui intervient de façon assez importante au Nigeria notamment, et Afriquinvest est également dans cette barre. Sur la répartition sectorielle, en investissement direct, en fait, on intervient beaucoup dans le secteur financier, c'est à peu près la moitié de notre portefeuille fonds propres. Au début, c'était surtout pour soutenir la création de filiales de banques françaises en Afrique. Et puis petit à petit, on s'est mis à soutenir davantage des acteurs locaux, y compris dans leur stratégie d'expansion régionale. Le deuxième secteur qui est important pour nous, qu'on ne voit pas encore en fait dans ces données qui datent de 2007, mais c'est tout ce qui est matériaux de construction, ciment, qui va prendre une part de plus en plus importante dans le portefeuille. Et puis l'agro-industrie, bon, qui est assez incontournable en Afrique, qui est aussi un secteur d'intervention important pour nous. Alors pour en venir à notre sujet, j'ai commencé donc par vous mettre une slide sur l'évolution donc des fonds levés par les fonds d'investissement en Afrique jusqu'en 2008, puisque malheureusement en 2009 je n'avais pas encore toutes les données, notamment sur l'Afrique subsaharienne. J'ai regardé notamment, donc il y a une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Emerging Market Private Equity Association,
qui publie beaucoup de données sur l'activité de capital investissement en Afrique. Certaines sont payantes, mais ils ont un site avec un certain nombre de données publiques. Donc vous voyez sur ces graphiques que les levées de fonds ont beaucoup progressé, en tout cas jusqu'en 2008, puisqu'en 2008 on atteignait 9 milliards de fonds levés sur l'Afrique, dont 7 milliards sur la zone MENA. Alors sachant que la définition de la zone MENA dans leurs données est très très large, puisque ça va jusqu'au Pakistan, Afghanistan, Irak, donc c'est une conception assez extensive de la zone. L'Afrique subsaharienne donc, est en dessous. Ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement sur la zone MENA, on voit bien sur les barres bleues qu'il y a une dynamique assez importante de progression, alors que sur l'Afrique subsaharienne, c'est plus stable. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est également vrai sur 2009, peut-être au détriment de la zone MENA, puisqu'on sait qu'en 2009, sur la zone MENA, il n'y a que 1 milliard qui ont été levés, donc une très très forte baisse par rapport à 2008, alors que l'Afrique subsaharienne a beaucoup moins baissé, et ce que ça montre, c'est qu'en fait l'Afrique subsaharienne dépend encore d'investisseurs publics, avec donc une volatilité moins importante, alors que sur la zone MENA, il y a plus d'investisseurs privés, mais donc avec des effets de variation plus importants en fonction du contexte économique. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que l'Afrique représente quand même une proportion de plus importante des fonds levés sur les marchés émergents. Sur 2008, c'était environ 2008-2009, 10% des fonds levés qui étaient levés sur l'Afrique, avec plutôt une part croissante. On voit ça aussi d'après des sondages qui ont été effectués. Il y avait seulement donc 4% des investisseurs qui investissaient en Afrique en 2006, et cette proportion est montée à 38% en 2009. Donc un intérêt croissant pour le continent africain, notamment peut-être depuis le début de la crise, où finalement les investisseurs se sont tournés davantage vers l'Afrique, qui était perçue comme un continent un peu plus isolé des turbulences qu'on a pu constater sur les marchés, sur d'autres marchés émergents, bon, même si maintenant la dynamique a quand même bien repris, notamment en Asie. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des montants investis. Alors, ça aurait été intéressant en fait d'avoir les deux courbes sur le même graphique, mais la slide aurait été un petit peu dense, parce qu'en fait, sur la zone MENA, on constate que finalement les montants investis sont quand même largement en dessous des fonds levés, ce qui peut laisser penser à une certaine surliquidité sur la zone. Bon, après, il faudrait voir en fonction des sous-régions et des pays, les situations peuvent être assez contrastées. Mais là, donc, vous voyez le chiffre, sur la période 2005-2009, on a 19 milliards de dollars qui ont été levés et seulement 11 milliards de dollars investis. Donc, ce qui montre qu'il y a une liquidité importante disponible sur cette zone. Alors qu'en Afrique subsaharienne, on a plutôt la dynamique inverse, avec des montants investis qui ont été même supérieurs aux montants levés certaines années. Donc là, la liquidité est plutôt moindre, ce qui laisse penser à une concurrence aussi moins importante sur cette zone. Alors, on va rester, excusez-moi, sur cette slide. Dans les montants investis, il y a évidemment des pays qui représentent une grosse part des montants, notamment, je vais y revenir après, mais l'Afrique du Sud, ça représente en gros 70% des montants investis en Afrique subsaharienne, et le Nigeria représente aussi une proportion assez importante. Donc il y a clairement des pays qui pèsent très lourd en Afrique subsaharienne dans la répartition des investissements. On va passer au suivant. Alors sur la répartition sectorielle, bon, ça rejoint un petit peu peut-être ce que j'ai commencé à développer sur l'activité de Proparco. Vous voyez que globalement sur le continent africain, les services financiers pèsent assez lourd, puisque ça représente, ce sont des données qui sont issues d'une étude que je vous recommande aussi, que vous pouvez trouver sur le site de CapAfrique, donc capafrique.org, qui a fait une étude sur le capital investissement en Afrique qui date de 2008, donc avec des données qui commencent à dater, mais qui en gros restent valables aujourd'hui. Donc les services financiers, 25% de l'activité d'investissement. Et en deuxième, je dirais qu'on va voir tous les secteurs liés à la consommation.
Donc je vous citais tout à l'heure le secteur de la construction, le tourisme, tout ce qui est grande distribution, consommation, représente également une partie assez importante des investissements liés dans un grand nombre de pays à une proportion, à l'émergence d'une classe moyenne finalement de plus en plus importante qui rend ces secteurs assez dynamiques. Alors, il y a bien sûr le secteur, tout ce qui est énergie, ressources naturelles, secteur primaire, qui représente aussi une portion importante des investissements, donc là 16%. C'était particulièrement vrai, je dirais, avant 2008, avec un prix des matières premières qui avait beaucoup augmenté. Ça l'est sans doute moins en 2009, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de cours, qui, notamment dans le secteur minier, qui avaient beaucoup baissé. Voilà. Alors un troisième secteur, oui, qui vaut la peine d'être mentionné, c'est les télécoms, donc qui ressortent quand même à 12%. Le secteur GSM notamment a fait l'objet de très nombreux investissements et surtout d'investissements très rentables. C'est ça qui a attiré beaucoup d'investisseurs sur la zone, avec donc une progression très importante du taux de pénétration mobile sur un grand nombre de pays. Donc il y a eu notamment la transaction Celtel il y a quelques années qui a donné lieu à une sortie très rentable pour un certain nombre de fonds d'investissement. C'est maintenant un secteur qui devient relativement mature, à l'exception de quelques pays. Donc nous, on voit moins d'opportunités d'investissement dans ce secteur-là. Et ce sont plutôt les secteurs de l'Internet haut débit et du câble, en fait tout ce qui tourne plutôt aux infrastructures autour des télécoms qui commencent à prendre le relais. Le secteur aussi des tours télécoms devient assez important. Alors donc ça c'est la répartition géographique donc des investissements dont on a déjà un petit peu parlé. Donc vous voyez le poids important de l'Afrique australe, 65%, sachant que là-dedans, donc l'Afrique du Sud pèse un poids lourd, donc c'est des données qui sont d'ailleurs pas tout à fait cohérentes avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, où là l'Afrique du Sud représente en gros la moitié de la part des investissements. Le Nigeria représente aussi, je n'ai plus la donnée avec moi, mais je crois 35% en gros des investissements sur le continent, c'est-à-dire en fait une grosse part de ce qui apparaît ici en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, donc je vous ai mis sur le diapo, on voit que la part, un des critères pour juger de la place du capital investissement dans les pays, c'est donc de regarder la part que ça occupe par rapport au PIB. Donc on voit qu'il y a des marchés très matures comme l'Afrique du Sud, où la part du capital investissement par rapport au PIB dépasse donc le ratio européen, donc en Afrique du Sud 1,7%, alors qu'en Europe le capital investissement représente en gros 1,5% du PIB. L'Afrique du Nord donc finalement occupe une place qu'on pourrait trouver relativement modeste par rapport à son poids économique. Vous voyez ici à peu près 8%. Alors ça c'est l'Afrique du Nord dans une conception un peu plus étroite. Alors ça tient quand même aux difficultés du marché algérien qui est quand même compliqué à aborder pour les investisseurs étrangers, à un environnement réglementaire dans différents pays qui n'est pas toujours propice à l'investissement. En Tunisie notamment, qui me parlait un petit peu tout à l'heure, donc des difficultés de rapatriation du capital, et ça c'est vrai en Tunisie également. Et puis au Maghreb, un certain fractionnement des marchés qui rend difficile aussi une approche plus régionale de la zone. Autre zone qui est alors très peu couverte en dehors du Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, notamment francophone, est particulièrement peu couverte à la fois par les fonds et par les investisseurs directs, à l'exception donc d'Afrique Invest qui intervient beaucoup sur la zone, de CP, et il y a aussi Coris et IEP qui approchent plus le secteur des PME, qui sont présents sur cette zone, mais qui restent quand même assez sous-représentés dans la répartition géographique des investissements. Alors, juste quelques caractéristiques des fonds en Afrique. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une industrie qui est quand même relativement jeune. Le premier fonds levé sur le continent en Afrique du Sud, c'était Ethos en 1984, donc ça c'est vraiment le pionnier, mais dans la plupart des autres pays, les premiers fonds ont plutôt été levés dans les années 90, et c'est vrai
et c'est vrai en Afrique du Nord, ce qui fait que finalement les fonds les plus matures, pour un grand nombre d'entre eux, ne sont pas encore liquidés, ce qui veut dire qu'on a finalement peu de track record vraiment finalisé sur un grand nombre de pays. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le track record des gestionnaires de fonds, c'est quand même un des premiers critères que regardent les investisseurs, ce qui complique certainement la levée des fonds sur la zone. La stratégie d'investissement qui prédomine sur le continent, c'est plutôt du capital développement ou du capital transmission. Il y a assez peu de capital risque ou de financement des petites PME. Les investissements sont le plus souvent faits en tant qu'investisseurs minoritaires, même s'il y a aussi des stratégies d'investisseurs majoritaires, et avec des effets de levier qui sont en général assez limités. Donc ça tient en partie à la maturité du secteur bancaire dans un certain nombre de pays. Donc le marché du LBO, c'est surtout finalement en Afrique du Sud, où c'est un segment qui est très développé. Donc la taille des fonds a tendance à augmenter très clairement, ce qui veut dire malheureusement que le secteur des PME reste assez peu desservi, puisque finalement pour les gestionnaires de fonds, il y a une tendance assez naturelle à aller vers des fonds de plus en plus importants, et donc vers des transactions aussi de montants de plus en plus importants. Tout simplement, c'est vrai que les investissements dans les PME présentent un niveau de risque plus important, avec des frais, des coûts d'approche finalement proportionnellement également plus importants, et souvent aussi des stratégies de sortie qui sont plus compliquées à structurer sur des PME que sur des entreprises plus grosses. Alors, autre dynamique importante, c'est que de plus en plus de fonds ont des stratégies d'investissement régionales. Donc, on peut dire que l'industrie avait commencé il y a 10-15 ans avec essentiellement des fonds monopays, et que de plus en plus, les gestionnaires de fonds vont vers des stratégies d'investissement sous-régionales, voire régionales. Par exemple, sur la zone MENA, la très grande majorité des fonds ont des stratégies d'investissement qui couvrent toute la zone MENA, avec seulement 10% des fonds qui ont des stratégies sous-régionales, donc Maghreb ou Golfe, mais donc la plupart couvrent toute la zone. C'est également vrai en Afrique subsaharienne, avec de plus en plus de fonds panafricains ou visant donc une grande région, Afrique de l'Ouest, Afrique australe ou Afrique de l'Est. La plupart des gestionnaires sont plutôt locaux, donc avec une présence sur le terrain importante, ce qui est quand même aussi ce qu'on demande aux gestionnaires, même s'il y a un intérêt croissant donc des gestionnaires internationaux pour la zone. Donc on voit par exemple sur la zone MENA, Carlyle qui a levé un fonds important dernièrement, SGAM qui a aussi un fonds qui a été levé il y a 2 ans, donc la Société Générale, et puis KKR et BNP qui commence aussi à s'intéresser à la zone et qui pourrait lever des fonds prochainement. Sinon, donc, il y a certaines thématiques qui commencent à émerger. Il y a beaucoup de fonds qui sont généralistes, mais certains aussi développent des stratégies d'investissement plus sectorielles. Donc on voit par exemple la thématique post-conflit qui a été choisie par plusieurs gestionnaires de fonds. Donc Maris qui intervient sur des petits pays post-conflit, Sud-Soudan, Zimbabwe, Manocap qui est sur le Sierra Leone, African Development Partners qui couvre toute l'Afrique avec un certain accent mis sur des pays un peu délaissés. Comme thématique importante, on peut voir aussi l'émergence de l'agro-industrie, qui est évidemment un secteur important pour le continent africain, avec des fonds comme Agrivi qui a déjà été levé, Silk Invest qui est en cours de levée de fonds. Autre thématique importante, tout le secteur des infrastructures, où là clairement on voit une dynamique assez importante, donc avec des levées de fonds conséquentes sur ce secteur. Alors Emerging Africa Infrastructure Fund, c'est un fonds de dette en fait, mais qui a déjà été levé il y a quelques années. Sur l'Afrique du Nord, il y a le fonds ARIF, donc géré par Argan Capital, qui est en cours de levée de fonds. AIF2, qui est un fonds géré par Macquarie, donc un très grand gestionnaire de fonds dans le secteur des infrastructures, qui a déjà fait son premier closing, et EFG Hermès sur la zone, notamment Égypte, qui est également en cours de levée de fonds. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, une tendance qui va se poursuivre.
Bon, qui sont les grands acteurs? En gros, on a déjà parlé d'un certain nombre de gestionnaires. Donc, vous voyez qu'il y a des grands fonds panafricains, donc Afrique Invest bien sûr, ECP, Kingdom Zephyr, Actis, des fonds donc plus sous-régionaux, donc Swicorp qui est sur la zone MENA, Citadel, Abrage, MPEF qui sont également sur la zone MENA, Coris qui est sur la zone Afrique de l'Est francophone ainsi que IEP, Travant est plus sur la zone Afrique de l'Ouest anglophone, notamment Nigeria. On a ensuite des fonds donc, qui gardent une stratégie d'investissement monopays. Ça s'applique principalement soit à des grands pays, donc Afrique du Sud, Égypte, où là les marchés sont suffisamment grands pour justifier des fonds d'investissement dédiés, ou alors ce dont on a déjà parlé, des fonds des pays très spécifiques post-conflit où il faut des gestionnaires qui comprennent bien l'environnement pour pouvoir opérer. On a des fonds PME, donc Oreos, qui intervient sur toute l'Afrique, Fanici qui est sur l'Afrique de l'Est, Grofin qui a démarré à partir de l'Afrique du Sud et qui développe sa stratégie dans plusieurs pays maintenant à travers l'Afrique, avec un modèle assez original qui leur permet en fait d'atteindre des toutes petites sociétés avec des montants d'intervention autour de 500 000 $, donc plutôt avec un modèle de prêt participatif qui est plutôt adapté à des petites sociétés puisque ça veut dire que leur investissement comprend une part de rémunération fixe, une part de rémunération variable qui est indexée sur les résultats, mais avec une sortie qui se fait sur la trésorerie de la société et donc qui évite de se poser le problème de la cession de l'entreprise à un tiers. Bon, les fonds spécialisés, on en a déjà parlé, je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors, qui sont les investisseurs dans les fonds en Afrique? Donc, notamment en Afrique subsaharienne, il y a encore une place importante pour les bailleurs de fonds publics. Bon, c'était évidemment particulièrement vrai l'année dernière où les levées de fonds ont quand même été très très difficiles pour tous les gestionnaires. On voit donc, bon, moins l'année dernière, mais c'était quand même un mouvement qui commençait à se dessiner, des investisseurs internationaux privés. Donc on espère qu'ils vont revenir. Donc notamment des fonds de pension hein, qui sont attirés par l'activité fonds de fonds, puisqu'effectivement ça leur offre une bonne diversification de leur portefeuille, donc une certaine sécurisation du risque, ou des family office. Il y a encore finalement peu de fonds privés qui interviennent sur l'Afrique. On voit de plus en plus aussi des fonds souverains, notamment du Golfe, hein, avec le fonds d'Abu Dhabi, du Qatar, du Koweït. Il y a aussi un gros fonds chinois, le China Africa Development Fund, qui intervient. Et puis donc des investisseurs locaux dans les différentes régions, soit des banques, des assurances, en fonction de la réglementation locale, des fonds de pension ou des fortunes privées. Alors, les performances financières des fonds en Afrique, je ne pense pas qu'on puisse trouver d'études vraiment très complètes sur le sujet, donc je me suis appuyée sur notre propre expérience, avec un échantillon de 16 fonds en portefeuille, donc si on n'est pas trop mauvais, on peut espérer que ça représente plus ou moins bien la réalité. Donc si on regarde les fonds les plus matures, c'est-à-dire ceux dans lesquels on a investi avant 2005, donc qui ont fini leur période d'investissement, on se situe avec des rentabilités aux environs de 7 à 10%. Alors quelques petites explications là-dessus. Ça c'est un TRI qui n'est pas complètement réalisé, donc il y a une part de réalisé là-dedans, il y a encore une part de latent, donc de valorisation du portefeuille, mais de cessions qui n'ont pas encore été effectuées. C'est un TRI net pour l'investisseur, donc net des frais de gestion que perçoit le gestionnaire de fonds, et c'est un TRI en euros, puisqu'effectivement nous en tant qu'investisseurs français, ce qu'on voit revenir in fine ce sont des euros. Il est clair que ça dépend des zones, mais les effets de change sont très importants et malheureusement souvent assez pénalisants pour la rentabilité des fonds. Donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans les prévisions, dans les espérances de rentabilité. Il y a finalement assez peu d'écart autour de la moyenne, donc c'est de 16 fonds assez homogènes finalement. Bon, la réserve aussi, la deuxième réserve importante, c'est que ça, c'est la rentabilité de notre portefeuille de fonds africains.
en 2009. Donc c'est clair que ce n'est pas la meilleure année pour regarder la performance d'un portefeuille fonds propres. C'est quand même une rentabilité qui a pas mal baissé par rapport à 2008. Donc on espère que ça va remonter. Les meilleures performances ont été réalisées sur un fonds minier sur lequel on a enregistré donc 26% de TRI net en euros. Ça c'était bon, avant 2008, parce que depuis, ça c'est un petit peu, pour les fonds qui n'avaient pas cédé leurs investissements, ça a nettement diminué. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur sur la rentabilité constatée, sachant donc qu'on se situait dans une période quand même assez défavorable. Bon, les stratégies de sortie, Hakim en a déjà un petit peu parlé. C'est clair que les marchés financiers offrent encore peu de perspectives de sortie. Ça dépend bien sûr des pays. Donc Hakim l'a dit, c'est vrai qu'en Afrique du Sud évidemment, au Nigeria, au Maroc, il y a des pays sur lesquels la bourse peut offrir des perspectives de sortie. Sur beaucoup d'autres pays, c'est évidemment plus compliqué. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel Proparco essaye de travailler cette année pour réfléchir à la façon d'améliorer à la fois la liquidité et la profondeur des marchés boursiers. Donc comment encourager davantage de sociétés à s'introduire en bourse, et une fois que les sociétés sont introduites en bourse, comment peut-on encourager la liquidité. Donc on est en train d'étudier différents mécanismes, puisque finalement on constate que sur les bourses, une fois que les sociétés sont, au moment de l'introduction, souvent la liquidité est bonne, il y a plutôt pas mal de capitaux disponibles pour participer à des introductions en bourse. En revanche, quelques mois après l'introduction, encéphalogramme plat, il ne se passe plus rien, donc la liquidité est une problématique importante. Alors, comme le disait Hakim, donc les rachats d'actions, donc ce qu'on appelle les put options, sont des voies de sortie encore relativement importantes, même si souvent d'un point de vue rentabilité, c'est évidemment pas la voie de sortie la plus intéressante, mais ça peut être évidemment une option en l'absence d'autres solutions. Donc on voit qu'en gros, entre les promesses de rachat et globalement sur le continent africain, donc ça c'est aussi une donnée de l'étude Cap Afrique, représenterait 69% des transactions, donc quand même une part très importante, et 15% des volumes, ce qui signifie bien que clairement les transactions les plus rentables, elles ne se font pas comme ça. La majorité, sur le reste des sessions, elles sont réalisées en majorité à travers des déplacements privés, donc soit revente à des fonds, soit revente à des investisseurs stratégiques. Bon, clairement l'année dernière, les sorties n'ont pas été très très nombreuses, la plupart des sorties ont été repoussées dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les impacts du capital investissement en Afrique. Alors, du point de vue des investisseurs, l'attrait en fait du capital investissement, notamment à travers des fonds, c'est notamment l'effet de levier que ça peut nous offrir, puisqu'en fait, à travers un fonds, on touche environ 10 à 15 sociétés. Donc évidemment, pour nous, ça nous permet d'atteindre un nombre de sociétés beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait faire en direct, même si bien sûr pour nous, c'est aussi important de maintenir notre activité d'investisseurs directs. Ça nous permet aussi d'atteindre des sociétés de plus petite taille. C'est vrai que les petites PME, on peut difficilement envisager de le faire depuis Paris, même si on a des bureaux locaux. Et donc là, c'est important pour nous d'avoir des gestionnaires de fonds qui ont une bonne implantation locale, un bon réseau, une bonne connaissance du tissu économique. Ça nous permet aussi d'avoir une bonne diversification de notre portefeuille. On voit qu'il y a des secteurs sur lesquels nous on intervient peu en direct, mais sur lesquels on intervient davantage à travers nos fonds. Et ça nous permet d'intervenir aux côtés d'investisseurs privés, puisque dans tous les fonds dans lesquels on investit, on cherche le plus possible à encourager la présence d'investisseurs privés, puisque bien sûr le but in fine, c'est que ce soit les investisseurs privés qui prennent le relais et qui soutiennent vraiment l'activité sur la zone. Alors un autre point très important pour nous, et qui est vraiment un point fort du capital investissement, c'est donc l'accompagnement des sociétés du portefeuille, donc évidemment à travers l'apport de capitaux à long terme, par l'apport de fonds propres, mais aussi par l'aide que l'investisseur peut apporter dans la mobilisation de prêts bancaires, donc ça c'est évidemment un aspect important. Deuxième aspect, donc c'est toute l'amélioration des standards de gouvernance, de reporting, de maîtrise des risques. Bon, Hakim en a un petit peu parlé, c'est clair que la transparence et la qualité du reporting est souvent
souvent un problème dans beaucoup de sociétés, et donc sur des choses qui peuvent paraître assez basiques en fait. Il y a souvent des efforts à faire en termes de tenue de conseil d'administration, de faire en sorte que les administrateurs reçoivent des dossiers complets, reçoivent les reportings à temps avec des indicateurs pertinents, et donc toutes les données chiffrées qu'on peut attendre lorsqu'on est investisseur. Ça, c'est souvent un aspect sur lequel il y a beaucoup de travail à faire. Troisième aspect, donc, c'est d'aider les sociétés à recruter les dirigeants clés. Donc ça se fait grâce au réseau des investisseurs qui peuvent les introduire donc à des dirigeants dans leur secteur ou dans la compétence recherchée. Et enfin, c'est tout l'accompagnement dans la définition de la stratégie de l'entreprise, donc notamment quand le gestionnaire de fonds, bien sûr, connaît bien le secteur dont il est question, et éventuellement l'accompagnement de la société dans une stratégie d'acquisition. Donc on voit de plus en plus de fonds qui cherchent à faire ce qu'on appelle du build-up, donc à investir dans différentes sociétés du même secteur et ensuite à les fusionner pour créer des acteurs plus importants. Et finalement, donc, encourager donc, la croissance à travers tout simplement la création d'emplois, la création de revenus. Donc on voit à travers nous notre portefeuille de fonds. C'est un portefeuille qui, les dernières données qu'on a datent de 2007, qui à ce moment-là soutenait 154 sociétés qui elles-mêmes généraient 90 000 emplois. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez conséquents. Et on voit en plus, puisqu'on suit ces données-là d'année en année, que le chiffre d'affaires de ces sociétés progresse et que la masse salariale et le nombre d'employés de ces sociétés progressent. Donc on voit bien que les sociétés qui globalement sont accompagnées par des investisseurs en capital investissement sont des sociétés qui sont en croissance, non seulement du point de vue de leurs chiffres, mais également du point de vue de leur masse salariale. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions...